4 ans après la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi, la Lucha vient de publier un rapport, Fascimétrie. Ce mouvement citoyen vient de faire un bilan du président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons en parler dans cette émission. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir cette vidéo. Et notre invité sera Paul Bakoulou, militant de la Lucha. 4 ans qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la Lucha vient de publier un bulletin revenant sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Fascimétrie, voilà donc les titres de ces bulletins. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Paul Bakoulou, militant de la Lucha. Paul, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être intéressé par le travail que nous faisons chaque jour. Fascimétrie, pourquoi? La fascimétrie, c'est un baromètre citoyen que la Lucha a instauré depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et c'est un baromètre qui vise à évaluer les degrés de gouvernance du président de la République et aussi tout ce qu'il a eu à promettre. Parce qu'on mesure les degrés de la gouvernance, mais aussi les degrés de réalisation de ces promesses qu'il a faites depuis qu'il soit à la tête de la République démocratique du Congo. 2022, la RDC s'enfonce sous Félix Tshisekedi. Vous avez épinglé plusieurs aspects pour commencer. Pourquoi avoir commencé par le processus électoral en cours? Déjà, Félix-Antoine Tshisekedi, il était à l'opposition. Aujourd'hui, c'est lui qui organise les élections. Qu'est-ce que vous avez constaté à ce niveau? Ouais, depuis le départ, quand Tshisekedi a été à la tête de ces pays, c'était sous forme d'une lueur d'espoir pour la population congolaise. Et il n'a pas cessé de promettre beaucoup de choses pendant la campagne électorale et même pendant qu'il a commencé à exercer le pouvoir en tant que président de la République. Mais le processus électoral, c'est une phase très intéressante, surtout en 2023, parce que nous sommes vraiment en route vers les élections. Et ce sont des élections qui doivent être crédibles et transparentes. Mais les constats qui nous poussent à dire que le Congo s'enfonce, c'est qu'il y a une forme de prise en otage des institutions, notamment de la CENI et la Cour constitutionnelle. Et hormis cela, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas des assurances assez fortes pour la tenue des élections d'une manière crédible et indépendante. Et cela, c'est un guse même de la loi électorale qui n'a pas été révisée indépendamment. Et ça nous pousse de soulever nos inquiétudes dans cette fascimétrie pour faire en sorte que les élections soient vraiment une gage de la démocratie. Parce que si on a des mauvaises élections, on aura certainement des mauvais dirigeants et on pourra revivre ces mêmes cycles tels qu'on l'a vécu depuis qu'il soit au pouvoir. C'est pour à ce niveau quelle hypothèse vous émettez? La Cour constitutionnelle prise en otage par Félix-Antoine Tshisekedi, la CENI, comme vous l'avez dit dans votre bulletin, à ce niveau quelle hypothèse vous êtes en train d'émettre? L'hypothèse que nous émettons, c'est le fait d'abord que la CENI soit dirigée par quelqu'un qui ne rassure de rien, dont le processus de sa nomination n'a pas vraiment été transparent et clair, et ce qui nous crée des doutes même liés à l'organisation des élections. On ne sait pas se rassurer si les élections auront lieu dans les délais constitutionnels, parce que le calendrier électoral qui a été publié est vraiment surchargé en termes de dates et ça nous pousse à nous inquiéter sur la faisabilité, la praticabilité même de ce qui est de la tenue des élections pendant ces délais tels que la Constitution les préconise. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est un élément lié aux révisions qui devraient être faites sur la loi électorale, mais des révisions qui n'ont pas été faites et qui nous rassurent en rien que ça pourra bien se tenir. Parmi les propositions qui étaient vraiment les plus saillantes, c'était de faire en sorte que les résultats soient proclamés par bureau de vote, pour qu'on se rassure qu'il n'y ait pas cette tricherie comme on l'a vécu les années passées ou lors des processus électoraux passés. Et ça nous pousse encore à épingler et à essayer de mobiliser la communauté locale, nationale, internationale, afin qu'on ne revive plus la même situation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise, parce qu'on a eu des élections de crise, des élections qui avaient été contestées par les observateurs.
des élections qui avaient été contestées par la société civile, mais qui, à un moment, on nous a imposé Tshisekedi. Et tout le monde est conscient de ça. Et nous, on ne veut pas retomber dans les mêmes cycles et continuer à revendiquer. Pourtant, il y avait une possibilité de contraindre pour qu'il y ait des élections transparentes et crédibles afin qu'on ne tombe plus dans ces cercles viciés dans lesquels on vit depuis toujours pour ce qui est de la question du processus électoral. Les deuxièmes points épinglés dans votre rapport parlent de la sécurité et de la violence. Violence, mais pas non-violence. Ça veut dire qu'il y a encore de quoi qu'à ce niveau. Comment vous avez essayé d'évaluer sur le plan sécuritaire le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi? Ouais, sur le plan sécuritaire, c'est vraiment un chaos, si on peut le dire ainsi. Et c'est un mandat qui a été caractérisé par des massacres à Béni. Et les massacres n'ont pas cessé. En Ituri, il y a la renaissance même du M23, mouvement qui avait déjà été défait depuis 2013, mais qui a revu les jours pendant les règnes de Tshisekedi. Et ça reste inquiétant parce que la situation même, la crise a migré de l'Est vers l'Ouest et aujourd'hui, il y a la situation de Kwamouth qui continue aussi à inquiéter la population. Parce que du point de vue sécuritaire, malgré qu'on a instauré l'état de siège, ça a été une décision précipitée qui n'a pas eu vraiment à être tamisée avant que cet état de siège ne soit instauré. Ce qui fait à ce que, malgré l'état de siège, les cas de décès, que ce soit au niveau urbain, au niveau provincial et au niveau national, ça n'a pas cessé de quoi que ce soit. Et c'est là dans toutes les deux provinces dans lesquelles on a décrété cet état de siège. C'est au Nord Kivu et en Ituri, où les violences se perpétuent, les violences continuent, et c'est là à un niveau très inquiétant. Parce que du point de vue sécuritaire, malgré les chapelets des bonnes intentions liées à l'instauration de l'état de siège, rien n'a changé et la situation ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, on parle de nouvelles attaques qui se font dans les Massissi. Pourtant, si vraiment il y avait une volonté, si on avait quelqu'un de décisif et quelqu'un qui voudrait mettre fin à la situation d'insécurité dans ce pays, il aurait fait d'en finir. Il aurait fait pour que cette guerre se finisse déjà dans les Rutshuru et qu'elle ne migre pas vers le Nyiragongo ou vers Massissi. Paul, à ce niveau, je vais poser une question parce que également, ça va nous conduire dans le troisième point qui parle de la diplomatie, de la politique. Félix, au cours de son mandat, a tout fait, a dénoncé haut et fort que enfin, la RDC est agressée par son pays voisin, chose qui n'a pas été faite par ses prédécesseurs. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne trouvez pas que sur le plan diplomatique, sur le plan politique de Félix, il y a quand même des avancées? Je ne dirais pas des avancées, mais plutôt du rôle que devrait jouer Félix en tant que président de la République. Est-ce que son rôle, c'est de dénoncer? Nous pensons que dénoncer, c'est bon. Mais en quoi est-ce que dénoncer cela aide les sinistrés, les déplacés qui ont fui la guerre? Est-ce qu'ils ont rejoint leurs habitations naturelles? Est-ce que les enfants qui ne sont plus partis à l'école sont rentrés à l'école? Vous voyez que quand on est président de la République, on ne s'implante plus. Quand on est président de la République, on agit. Et c'est de ça qu'on attend de Félix. Ce qu'on n'attend pas d'un Félix pour dénoncer, tout le monde peut le faire. Mais on attend de Félix la sécurité, la paix, que ces gens qui ne sont plus dans leurs habitations naturelles rentrent chez eux, qu'ils continuent avec leurs activités champêtres, que les agriculteurs continuent à faire de l'agriculture, que les éleveurs continuent à faire l'élevage et que les élèves rentrent dans leur salle de classe et qui vivent naturellement et normalement comme devrait vivre tout le monde. Paul, à ce niveau, qu'est-ce qui a été révélé de nouveau sur le plan politique, par exemple, et sur le plan diplomatique, ce qui n'est pas vu par tout le monde, par la population, par les citoyens lambda? Mais la lutte a révélé cet aspect des choses sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Ouais, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a traité Kagame de son frère. Mais comment est-ce qu'on est migré de la fraternité vers la situation dans laquelle nous sommes? Il savait, c'est pas à dire qu'il ne savait pas que Kagame nous agressait. Même quand il est traité de frère, Tshisekedi il savait que les Rwandais nous agressaient et que Kagame était responsable de tout ce qui se passait. Mais est-ce qu'on a pu songer à des réformes de l'armée? Est-ce qu'on a pu songer à une très bonne prise en charge de nos militaires? Est-ce qu'on a songé à faire des analyses profondes sur le pourquoi de la guerre? C'est ça. Nous pensons que cela devrait précéder même le fait qu'on a instauré l'état de siège. Il fallait qu'on analyse profondément le pourquoi des échecs, des opérations qui avaient eu lieu avant l'état de siège. Mais on est venu avec les mêmes acteurs, avec les mêmes animateurs, et ça n'a rien changé jusqu'à présent. On
on a sous-traité notre sécurité, on a donné au même boulot les gens qui ont été impliqués dans les massacres à Béni, dans les sécurités au Congo, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Ils font maintenant partie de l'EAC. Et ça, c'est très inquiétant. Et pour nous, on ne sait pas si vraiment pour ça, il nous faut applaudir, il nous faut dire qu'il y a des avancées. Mais c'est une situation qui s'enfonce de plus en plus. Pourtant, il y avait la possibilité, parce que toutes les couches de la société civile avaient alerté sur le fait de ne pas intégrer l'EAC et de faire en sorte que plutôt qu'on travaille sur notre armée afin qu'elle soit capable d'anéantir les mouvements rebelles. Maintenant, là, on a les forces de l'EAC. Mais la mission première d'intégrer la République démocratique du Congo dans l'EAC n'était pas sécuritaire. Le premier aspect évoqué par le gouvernement de Kinshasa, c'était un aspect économique. Aujourd'hui, parler de la sécurité dans cette intégration de l'EAC, pour vous, comment vous avez compris cette logique? Ouais, et la rhétorique selon laquelle l'intégration de la RDC dans l'EAC, c'était pour des intérêts économiques. D'abord économique. C'est des poudres pour les pimpins, en fait. Il n'y avait rien de concret. Nous, qu'est-ce qu'on offre sur les marchés? Qu'est-ce que nous on offre? Qu'est-ce qu'on produit? On pense que pour des gens, pour les non-économistes, ça passerait, en fait. Mais pour des gens qui comprennent les fonctionnements de la sous-région, on ne produit rien. Qu'est-ce que nous, on offrirait au Rwanda? Qu'est-ce que nous, on offrirait à l'Ouganda, au Kenya et tout le reste? Parce que c'était une façon de vendre un chapelet de bonnes intentions, mais on savait qu'on allait aboutir à d'où on est maintenant. Maintenant, ils ont instauré la zone tampon où les forces armées congolaises ne peuvent pas accéder, mais où les M23 accèdent assez facilement. Et c'est inquiétant pour nous en tant que citoyens congolais parce qu'on est en train de sentir les dangers liés même à l'intégrité nationale. On sent qu'il y a des zones qui ne font plus officiellement partie de la RDC. Et ça, sous les regards impuissants et incapables. Pourtant, des solutions à ça ne seraient pas des solutions diplomatiques ou politiques. Nous pensons que des solutions seraient d'abord des solutions de prise de conscience pour dire que nous sommes menacés, nous sommes agressés. Et ça ne serait pas possible qu'on soit dans un pays dans lequel on donne à un député 21 000 $, un pays en guerre où on gratifie les députés des palissades, un pays en guerre où on donne 21 000 $ à un député national, et un pays en guerre où on donne des jeeps aux professeurs ordinaires, un pays en guerre où on dépense, où les institutions dépensent son budgétivore. Pourtant, on sait qu'on aurait d'autres priorités. Les autres priorités seraient la prise en charge des militaires et leurs dépendants. Nos priorités seraient que l'armée ait une logistique très significative et très forte pour affronter les ennemis. Mais j'espère à ce niveau que la fachimétrie ne s'est pas seulement limitée à donner des aspects négatifs par rapport à la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Quel œil positif vous avez utilisé pour faire cette évaluation, en tout cas 4 ans? Je rappelle que nous sommes dans la 5e année, ça veut dire après cette année, Félix devrait soit continuer avec le deuxième mandat ou donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Quel bilan positif vous avez fait dans votre rapport que vous venez de publier, la fachimétrie? Dans la fachimétrie, on a pu répertorier 250 promesses qui ont été faites par Tshisekedi. Et le nombre de réalisations sont moins de 50 de toutes les promesses qu'il a faites. On a pu exploiter les livres sur la projection du gouvernement de Sam Alokondé qui devrait aller de 2021 à 2023. Mais il y a rien de concret qui a été réalisé. Ce qui pour nous, il a été trop en dessous de la moyenne et c'est quelqu'un qui ne devrait pas se présenter, même si on avait la culture de la vente, la culture de l'excellence. Quelqu'un comme Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne devrait même plus se présenter aux élections. Mais comme on n'a pas honte, il sera là et il va essayer de truquer, faire de tout de son mieux pour être élu. C'est pour ça qu'il met en otage la CENI, c'est pour ça qu'il met en otage la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes un peuple souverain et nous n'allons pas nous laisser faire. Mais à ce niveau, quoi de positif? Je ne sais pas quoi dire de positif. Il a montré des bonnes intentions pour ce qui est de question d'éducation, avec la gratuité scolaire. Mais s'il faut faire une analyse approfondie, cette gratuité a-t-elle été pratique ou a-t-elle été concrète à quel niveau? On a tous des petits frères qui étudient. Combien ne payent pas? Et c'est là quelle est la politique qu'il a mise en œuvre pour la prise en charge même des enseignants. Donc pour la Lucha, rien de positif par rapport au mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Sur les baromètres, les baromètres qu'on a évalués, il est en dessous
Il est vraiment en dessous de la moyenne. Mais qu'est-ce qui vous a marqué des positifs à ces niveaux? Personnellement, je pense qu'il a essayé de faire des bonnes intentions, comme tu l'as dit, en dénonçant Kagame comme acteur clé dans l'insécurité de l'Est. Mais c'est pas ça qu'on attendait de lui. Je pense qu'on est un peuple qui avons vécu dans la misère la plus extrême. Nous avons connu les plus pires possibles et qu'à un moment, il nous arrive de croire qu'un discours de ce genre serait quelque chose de grand. Que les promesses liées à la gratuité seraient quelque chose de grand. Mais concrètement, Félix n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, de toutes les promesses qu'il a données. Vraiment, nous, comme la Lucha, on espère qu'il va pas, on espère que la honte, que les vents de la honte va s'abattre sur lui. Il va pas se présenter comme candidat aux élections prochaines. Et c'est ça l'éveil. On veut quelqu'un de concret, quelqu'un qui a un plan, quelqu'un qui n'est pas là pour promouvoir les détournements. On est revenu sur le nombre de détournements. Et c'est ses proches, c'est ses amis, c'est son cabinet. Et tout ça sous le silence de la justice le plus total. Et nous condamnons ça fermement et nous pensons que nous faisons notre part. Notre part, c'est de mettre en lumière tout ce qui n'a pas marché, essayer de pousser nos dirigeants d'être le plus responsables possible. Notre vœu, c'est de voir un Tshisekedi qui promet et qui réalise ses promesses. Il a promis qu'il va mettre son état-major à Béni. Où est-ce que nous en sommes? Commençons ici dans cette émission pour aider aussi Félix à bien faire son travail. Quelles sont les recommandations que vous avez données pour que cela ne puisse plus arriver, pour que la situation puisse s'améliorer? Nous sommes revenus sur les points du point de vue sécuritaire. Du point de vue sécuritaire, nous sommes revenus. Et c'est très bizarre parce que nous, par exemple, avant même l'instauration de l'état de siège, on avait publié un document qui retraçait toutes les recommandations possibles avant qu'on décrète l'état de siège. Il nous fallait un cadre juridique qui encadrerait cet état de siège. Aujourd'hui, dans toutes les zones dans lesquelles il y a état de siège, que ce soit au Nord Kivu ou en Ituri, il y a eu dégradation des droits de l'homme. C'est des acteurs de la société civile qui sont injustement emprisonnés, comme le cas de notre ami Mwami Shondongo King. C'est des cas des députés provinciaux qui sont condamnés au silence en Ituri et au Nord Kivu et qui, à moindre coup de parole, ils sont emprisonnés. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas ça notre problème. On sait que le problème, il est ailleurs. Depuis la proclamation de l'état de siège. Quelles recommandations vous donnez à ce niveau? La recommandation était simple. Nous, on a dit que le gouvernement congolais devrait étudier et analyser le pourquoi même de l'échec des opérations qui avaient été menées avant l'état de siège. Les plans de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale, c'est un plan qui devrait être concret. On a vu des gens qui sont venus se donner pour dire qu'ils voulaient désarmer. Et on les a abandonnés à Mbambiro. Et finalement, on ne sait plus là où ils sont aujourd'hui, ils se sont évaporisés dans la nature. Mais on continue à se poser la question, en fait, où est-ce que la M23 est écrite au-delà du Rwanda? Mais il y a tous ces gens qui étaient des rebelles, qui sont venus pour être désarmés, mais dont il n'y a pas eu un mécanisme d'encadrement efficace et adéquat pour qu'ils soient réintégrés socialement. Et ceux qui avaient commis des crimes les plus graves qui soient condamnés. Tshisekedi lui-même a été le premier à commencer à parler avec la M23. D'où nous pensons que les risques qui naîtraient des dialogues avec la M23, ça serait le risque de l'impunité. Si la M23 est née en 2012, c'est parce que ces animateurs, on ne les avait pas condamnés. On ne les avait pas condamnés en 2013. Donc la chose à faire, il faut condamner les acteurs de M23. Il faut condamner tous les acteurs, les auteurs des crimes. Mais les rapports publiés par l'Union européenne qui condamnent certains acteurs du M23 ne vous achantent pas à ces niveaux. Il y a un travail de diplomatie qui a été fait par Félix pour que ces rapports soient publiés. Comment aujourd'hui vous pouvez encore revenir pour dire que le pays arrive à condamner pendant que l'Union européenne l'a déjà fait? Les rapports de l'Union européenne qui condamnent des acteurs qui ont commis des crimes n'est pas les premiers. On a les rapports mapping qui répertorie les crimes commis de 1994 à 2004. C'est un rapport qui retrace tous les crimes, tous les liés. Et Tshisekedi avait la chance parce qu'il ne citait nullement pas dans ses rapports. Il n'y était pas impliqué d'une manière que ce soit. Pour nous, c'était lui, il avait toutes les marges de manœuvre de pousser
de pousser pour que ces rapports soient, que toutes les recommandations les plus dans ces rapports soient prises en compte. Le combat, c'est très honteux que dans un pays où il y a plus de 340 partis politiques, que les combats pour la justice transitionnelle soient portés par un médecin, le docteur Mukwege. Et sans qu'il n'ait l'accompagnement du gouvernement congolais. Ou peut-être parce qu'il est aussi candidat, il pense qu'il va postuler à la présidence de la RDC. Est-ce que ce n'est pas une façon de s'étirer autour de lui une certaine popularité? Le rapport mapping a été publié depuis bien longtemps, avant que même les rumeurs lui attribuant les vœux de vouloir être président de la République ne soient telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que cela ne pouvait pas empêcher Tshisekedi à l'accompagner. Les mêmes acteurs qui sont cités dans les rapports mapping sont les mêmes rapports qui sont cités sont les mêmes acteurs qui sont cités dans les rapports de l'Union européenne. C'est les mêmes acteurs qui continuent, qui ont tué pendant les RCD, pendant les CNDP, pendant les M23, et qui continuent à tuer pendant les M23. Alors peut-être il y a quelque chose aussi qu'on peut sauver, c'est le processus électoral. Ça, c'est très important. Quelles recommandations vous donnez à Félix? Qu'est-ce que Félix doit faire aujourd'hui et maintenant? Aujourd'hui et maintenant, il devrait comprendre qu'il y a la population qui est éveillée, qu'il y a une population qui ne dort pas et une population qui ne pourra pas céder cette démocratie qu'elle a obtenue sur Siwer et sur Sang. On a perdu des gens pour connaître les élections qui l'ont conduit à être président de la République. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Moi, je pense que l'appel, c'est beaucoup plus un appel populaire. Et Tshisekedi doit comprendre qu'il y a un peuple qui est éveillé. Mais la dernière question, en tout cas, c'est parce que c'est Félix qui nous dirige. Qu'est-ce que Félix, lui, doit faire? Lui, il doit organiser les élections dans les délais constitutionnels et il doit comprendre que si les élections, qu'il n'a aucune marge de manœuvre, que peu importe tout ce qui définit comme marge de manœuvre, nous serons là à les contraindre d'organiser des élections qui seront crédibles et transparentes. Dépol Bakoulou était notre invité dans cette émission Libre Opinion et aujourd'hui nous étions en train de parler sur ces bulletins, en tout cas Fashimétrie, un bulletin publié par la Lucha 4 ans après la gestion de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Messieurs Dépol Bakoulou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour l'intéressement que vous faites et pour le travail que vous faites pour vulgariser tout ce qui est travail lié à la démocratie, notamment ces bulletins de la Fashimétrie. Merci beaucoup. Pour découvrir plus de vidéos sur Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, laissez également un j'aime si vous avez aimé cette émission. Et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.